pouvez vous asseoir. Bonjour, M. le commissaire. Bonjour. Donc, identification des parties pour les besoins de l'enregistrement, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Simon Tremblay pour la commission. Bonjour, Monsieur le commissaire. Nicolas Lafrance pour la société. Bonjour, Monsieur le commissaire. Philippe Clément pour le PGQ. Bonjour, M. le commissaire. Sébastien Laprise, d'Anglo-Avocat pour la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, Monsieur le commissaire, tel qu'on a discuté la semaine passée, là, et également en marge là, des ordonnances de non-publication rendues jeudi en fin de journée, on va entendre exceptionnellement ce matin M. Steve Bolduc, là, qui est responsable de la sécurité informatique. Là, on va le présenter un peu mieux que ça, là, mais pour le situer. Et compte tenu là, des circonstances, et tel que convenu avec mon confrère, c'est Maître Laprise qui fera l'interrogatoire du témoin pour une meilleure cohésion, évidemment, là, compte tenu que c'est un témoin qui émane de la SAC. Là, puis c'est à la demande également de la SAC. On n'a pas d'objection dans les circonstances. Maître Laprise. Maître Laprise en chef. Alors, on va vous assermenter, M. Bolduc. Bienvenue, tout d'abord. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Votre nom et occupation? Steve Bolduc, je suis le directeur général de la sécurité de l'information de la SAC. Merci. Votre témoin? Merci. Alors, bonjour, M. Bolduc. On est ici ce matin pour présenter la structure de sécurité qui protège les données des Québécois. Et votre présence a été requise pour nous faire une présentation que je vais coter, Mme la greffière, là, sous 32P. Oui. P123. 123, merci. J'ai pas de mérite, là. J'avais une petite indication de votre part sur le pupitre. Très apprécié, d'ailleurs. Alors, d'abord, M. Bolduc, pourriez-vous nous décrire un peu votre parcours professionnel? Ça fait environ 30 ans que je suis en informatique, dont 25 en sécurité. J'ai travaillé dans le privé pendant une quinzaine d'années. J'étais en charge d'une direction principale qui incluait toute l'informatique au complet, sauf le développement dans une compagnie financière. J'ai travaillé chez Desjardins. J'ai configuré les premiers coupe-feux chez Desjardins. J'ai travaillé également pour la Ville de Montréal, que j'ai installé le premier lien Internet pour la Ville de Montréal. Donc, ça fait longtemps que je suis en informatique. J'ai travaillé au gouvernement du Québec, ensuite comme consultant. Et je suis devenu permanent à la Sûreté du Québec. J'étais dans l'équipe télécommunications et sécurité. J'ai installé beaucoup de systèmes, tous les équipements de sécurité à la Sûreté du Québec. Après ça, j'ai été au ministère de la Justice. J'étais chef d'équipe et je suis devenu chef de service en charge de la sécurité opérationnelle et de la télécommunication. J'ai fait quelques années là. J'ai travaillé aussi après au ministère de l'Immigration comme directeur en charge de l'ensemble de l'infrastructure, incluant la sécurité et la télécommunication. Ensuite, j'ai été environ 6 mois à la SAC. Je voyageais de Montréal à Québec tout le temps, c'était difficile. J'étais en charge de la sécurité à ce moment-là. Je suis revenu 1 an à l'immigration et je suis retourné pour de bon à la Sûreté du Québec il y a environ... pas la Sûreté, à la SAC, il y a environ 5 ans. J'étais directeur de la sécurité, ensuite je suis devenu DG de la sécurité, ça fait environ 3 ans. On retrouve, M. le commissaire, résumé du curriculum vitae de M. Bolduc à la page 3 de la présentation, qui a été coté sous 32P 123. Donc, si je comprends bien, M. Bolduc, vous êtes à la Société d'assurance auto depuis 2021. Comme j'ai dit, j'ai fait un arrêt d'environ 6 mois en 2019. Et ensuite, j'ai quitté 1 an, je suis revenu là, fin 2020. Vous étiez d'abord à quelle fonction à la société? J'étais directeur de l'architecture, de sécurité, de la gouvernance et de la conception. Puis ensuite, je suis devenu directeur général. On a fait une direction générale à la société pour s'occuper de la sécurité, puis je suis devenu en charge de la direction générale. Je vais vous demander, M. Bolduc, là, pour les fins de l'audience, que lorsque vous répondez à la question, de regarder M. le commissaire, c'est important.
C'est à lui qu'on Juste s'adresse. un octave un petit peu plus haut. Là. Moi, j'ai comme toujours un petit bourdonnement ici. Là. Donc, c'est très bien capté. Là. Votre ton est bon, mais pour moi. C'est bon, pas de problème. Merci. Alors, d'abord comme directeur général directeur à l'architecture et ensuite comme directeur général sécurité de l'information et cybersécurité. Et ça, cette nomination-là est intervenue à quelle année? Ça fait 3 ans environ, en 2022. En 2022. C'est quoi les fonctions du directeur général sécurité de l'information et cybersécurité? Fonction principale, c'est de protéger les données des clients qui nous sont confiés. S'assurer que la sécurité encadre bien la société pour rendre tous les éléments sécuritaires. Donc, j'ai 3 directions sous moi, plusieurs services, que ça va du début à la fin, tous les projets, la sécurité est impliquée pour s'assurer que qu'est-ce qui est mis en production, qu'est-ce qui va à l'avant est toujours sécuritaire, bien encadré. Je vous invite là, à prendre la présentation que vous avez préparée à la page 4 de la pièce 32P 123. Oui. Ce ne sera pas tellement long, on va l'avoir à l'écran. Est-ce que vous la voyez? Très bien. Alors, décrivez-nous un peu la structure organisationnelle de votre direction. Là, je suis le directeur général. J'ai des conseillers puis des architectes qui travaillent pour moi directement, des architectes seniors. J'ai 3 directions, une de la gouvernance, de l'architecture et de la conception, une direction qui est le programme de sécurité de l'information, parce qu'à chaque année, depuis que je suis à la société, on développe un programme de sécurité de l'information, les investissements qu'on met à la sécurité pour diminuer les risques. On a cette direction-là aussi s'occupe de la veille et des télécommunications. Donc, veille tout ce qui arrive, les nouveaux produits, qu'est-ce qui s'en vient côté sécurité, donc surveille ça. Et j'ai une direction aussi qui est le Centre opérationnel de cyberdéfense et la gestion des identités et des accès. En tout et partout, c'est plus de 130 personnes professionnelles en sécurité qui travaillent pour moi, dont... Rassurez-moi, ce sont tous des employés de la SAC? 70 c'est des internes. OK. 30 c'est des externes. C'est des externes qui travaillent en cybersécurité à la SAC. Oui. La raison de tout ça, c'est qu'il y a des expertises pointues qu'on a besoin de la collaboration de certaines personnes. Ils n'ont pas accès aux données, mais ils vont avoir accès aux équipements, aux outils pour les configurer comme il faut, pour s'assurer de protéger bien la SAC. Donc, il y a la plupart des entités au gouvernement, c'est 50-50. Moi, ça fait des années que c'est 70-30. 70-30. OK. Et lorsqu'on parle de l'ampleur de l'équipe et qu'on la compare au reste du gouvernement, comment vous vous situez? À quel endroit vous vous situez? Nous, on est des leaders, là. Côté sécurité, on est les premiers à avoir fait un centre de cyberdéfense. Même que le MCN, il utilisait des photos de notre site, il utilisait notre documentation, il utilisait pour faire déployer les centres de cyberdéfense pour les autres ministères et organismes. Même le MCN, eux autres, il y avait une 50aine de personnes en sécurité. Et nous, on en a 130 et plus. Là, ça va changer parce qu'ils ont fait une règle qui va aller chercher tous les gens de sécurité de tous les ministères et organismes, là, ou presque, là, sauf quelques-uns, mais la majorité. Mais de base, on est plus gros que l'ensemble des ministères et organismes. Et c'est normal aussi parce qu'on a vraiment beaucoup plus de données à protéger. On a des données de l'ensemble des citoyens du Québec, là. Et vous, puis Revenu Québec, là, c'est je veux dire, dans le haut, là, en termes de sécurité, là, Oui. vous avez les renseignements nominatifs de chacun des Québécois. Là. On travaille en étroite collaboration avec Revenu Québec, CNESST, Retraite Québec, la Sûreté du Québec, certains ministères qui n'iront pas sous les MCN, mais on travaille ensemble pour justement s'entraider, se protéger. Je comprends. Et je travaille aussi avec beaucoup de gens dans le privé. Ça fait des années que je travaille en informatique. Donc, on s'entraide, on se donne des informations, on partage si on voit des nouvelles attaques possibles ou quoi que ce soit, on se partage l'information pour s'entraider. Je comprends. À la page suivante de votre présentation, page 5, vous décrivez l'organisation de la cybersécurité. Pourriez-vous nous dire en quoi ça consiste exactement?
pour protéger les données, il faut pouvoir les identifier, et évaluer les risques de chacune des données, mesurer qu'est-ce qu'on peut mettre comme mesure d'atténuation, comment on peut protéger, mais il y a plusieurs façons de protéger. Il n'y en a pas juste une. Donc, on évalue toutes les différentes mesures de protection. On s'assure de protéger, donner les accès aux gens seulement à qu'est-ce qu'ils ont besoin et non avoir accès à l'ensemble des données. On s'assure de faire des sensibilisations, formations aux employés à l'interne, parce que les employés qui ont accès aux données, bien, s'ils ne font pas attention, ils font des éléments non sécuritaires, bien, ça peut mettre à risque les données de la société. Donc, on s'assure de les former de façon régulière. On protège les données, on protège des plateformes. On s'assure aussi d'avoir une résilience opérationnelle. On travaille avec une autre équipe. C'est une autre équipe qui est responsable de la résilience opérationnelle à la SAC. Mais nous, on travaille en étroite collaboration avec eux pour s'assurer que les systèmes sont capables de se relever quand il arrive de différents enjeux. C'est une nouvelle direction générale, mais... Qu'est-ce que la résilience opérationnelle? C'est s'assurer que, justement, s'il y a une panne, qu'on est capable de se relever rapidement, d'avoir une robustesse, d'avoir de la haute disponibilité. On a eu une panne dernièrement et qui a causé des enjeux, mais il y avait des erreurs de configuration, il y avait différentes choses qui avaient été faites, mais la résilience opérationnelle est là pour s'assurer que si ça vient pour arriver à nouveau, bien, qu'on est capable de se relever plus rapidement, qu'on est capable, parce qu'on avait tout, il y avait un certain niveau de serveur qui était en panne, mais on avait d'autres choses qu'on aurait pu faire, mais à cause de mauvaise configuration, à cause de certains enjeux, ça n'a pas été capable de se relever aussi rapidement qu'on aurait voulu. Donc, c'est rendu la responsabilité d'une direction générale qui est en charge des opérations. On doit s'assurer aussi de la résilience. Qui fait l'analyse de ces situations-là, quand il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Oui, mais avec l'aide de différentes DG, dont la note. On détecte en continu. Donc, une surveillance en continu de tout ce qui se passe côté infrastructure, réseau. On reçoit plus de 250 millions de journaux par jour d'événements qui se passent sur l'ensemble des équipements de la société, l'ensemble des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font, etc. On analyse les événements, ceux qui sont normaux, ceux qui sont indésirables, puis on regarde voir s'il y a des choses qu'on peut faire, si on est capable de les bloquer, si on doit mettre plus de sécurité dans certains événements. Donc, en analysant tout ça de façon quotidienne, on peut s'assurer. On a des outils pour nous aider, là, parce que 250 millions, ça prendrait beaucoup de gens pour le faire, mais on a des outils pour nous aider à analyser ça. Juste pour ma compréhension, M. Bolduc, des journaux dans le... Des journaux... Si on essaie de vulgariser là, pour le... C'est des... le public en général. À chaque fois que quelqu'un effectue une tâche, clique une souris pour aller dans un élément, si un serveur autorise une personne à rentrer pour aller chercher des données, il y a plein d'événements, tout ce qui se passe à l'intérieur de la société, tous les postes, les serveurs, les ordinateurs, c'est journalisé. On a des informations sur qu'est-ce que les gens ont fait et ça nous permet de voir si c'est normal, anormal. Et il y a du trafic qui est tout à fait normal. Donc, c'est pour ça que le 250 millions tombe à environ 50 000 par jour qu'on a analysé. Mais il y a quand même 50 000 par jour qu'il faut voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? Ça a été bloqué. Est-ce que ça a été bloqué de façon normale ou ça a causé des problèmes? On doit toujours surveiller pour être sûr que tout ce qui se passe sur le réseau, ça se passe de façon sécuritaire et conforme. Et si le système identifie une transaction, une journalisation, une inscription aux journaux qui est anormale, à ce moment-là, le problème s'escalade. Oui, là, il y a une escalade. Nous, on a le centre de cyberdéfense, c'est eux qui surveillent. Il y a des tiers 1, tiers 2, tiers 3, là, des différents niveaux. Mais ça l'escalade. Puis, les gens vont vérifier pourquoi que c'est arrivé, si c'est normal, qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut le bloquer. Admettons, quelqu'un, il y a un virus sur son ordinateur. Bien, nous, on est tout de suite avertis. Puis si le virus, l'antivirus, n'a pas été capable de l'enlever, bien là, on va tout de suite désactiver le port du poste de travail. La personne ne pourra pas travailler, mais il y a un virus pour empêcher que ça se déploie ailleurs. Ça contamine le reste. Que ça contamine le reste. C'est bloqué, puis c'est bloqué de façon automatique. On le bloque, puis après ça, bien, on s'assure de partir pour ce poste-là de travail, voir comment ça a rentré le virus, pour s'assurer qu'on est capable de le bloquer la prochaine fois. Et on s'assure de le nettoyer, de l'enlever du réseau, de le nettoyer, puis donner un nouvel ordinateur à l'employé. J'ai une question pour vous. Oui. C'est rendu
rendu maintenant la norme, le télétravail, là, depuis la pandémie. Quand les employés sont en télétravail, bien évidemment, ont accès au système. Est-ce que c'est sur l'équipement fourni par la SAC ou leur équipement personnel? La majorité des cas, c'est des équipements fournis par la SAC. Il y a seulement dans le cas des gens qui travaillent dans d'autres pays, des consultants qui travaillent dans le développement, Ouais. on leur fournit des postes virtuels. Donc, ils n'ont pas accès à sortir l'information. Il faut qu'ils se branchent sur un poste virtuel. Puis sur le poste virtuel, ils travaillent, ils font le développement applicatif. Puis après ça, c'est déployé par une autre équipe à l'intérieur de la société. Donc, il y a les deux cas. Mais dans les deux cas, on les protège, on les surveille, puis on s'assure que qu'est-ce qui est fait, c'est Donc, sécuritaire. si j'ai quelqu'un qui travaille en Inde, par exemple, qui est un développeur, quand il va rentrer sur le système de la SAC, ça va être journalisé. Ça va être journalisé, mais en plus, c'est que ça va être sur un poste virtuel. Oui. Donc, les données qu'il voit sur son poste, il n'est pas capable d'aller les extraire puis les amener en Inde. Ils sont limités sur le poste de travail qu'il travaille. Alors, le vieux truc comme il s'est passé ailleurs, là. Clé USB, puis on prend ce qu'on a à prendre. Chez vous, il y a une protection, là. Oui, même les ports USB sont protégés aussi. On surveille même les fuites de données. S'il y a trop de données qui essayent de sortir, quelqu'un essaie d'envoyer des courriels trop grands ou il essaie de supprimer trop de données, Oui. on le surveille. On voit qu'est-ce que les gens font, puis on a des alertes. Aussitôt que certaines choses anormales se produisent, bien, on peut tout de suite réagir, puis rencontrer la personne ou, en tout cas, bloquer qu'il ne puisse pas faire de dommages. Donc, on suit ça de façon quotidienne. Puis les alertes, bien, on a des procédures pour chacune des alertes. On sait déjà comment réagir. Il y en a que ça se fait automatique, ça se coupe, puis après ça, il y a d'autres procédures qui vont s'en suivre. Puis il y en a d'autres, bien, c'est écrit la procédure de contacter la personne, de faire ci, de faire ça. T'sais, toutes les procédures sont documentées selon le type d'incident. Ils ont déjà quelque chose prêt, documenté, savoir comment réagir selon les circonstances. Donc, la réponse à donner à un incident de sécurité, ou sans dire que c'est un incident de sécurité, mais à une anomalie, Oui. C'est un est événement déjà d'intérêt. cartographiée, là. Oui, Donc, on sait c'est où ça. on s'en va. C'est ça. C'est un événement d'intérêt au début. Tant que ce n'est pas un incident, qu'on n'est pas certain que c'est un incident, c'est un événement d'intérêt. Puis les événements d'intérêt sont analysés, mais on a vraiment... il y a quand même une équipe qui analyse, puis qui voit, puis etc., les particularités, mais il y a une procédure claire, définie. Même les communications sont clairement définies. S'il faut contacter une personne, etc., on a déjà des gabarits de communication qui sont définis pour pouvoir contacter les gens, pour pouvoir avertir le message, pour dire de faire attention. Il y a un nouveau virus qui est rentré par courriel, de faire attention s'ils voient ça. Mais s'il y a un nouveau virus qui rentre par courriel, même là, on a les outils pour le supprimer sur l'ensemble des boîtes de la société. Quand on voit un courriel malveillant qui rentre, à l'intérieur de quelques minutes, on peut le supprimer sur l'ensemble des postes de travail pour être sûr que ça n'infecte pas les postes de travail. Et je comprends que lorsqu'il y a une anomalie qui est détectée, une réponse donnée de votre part, est-ce qu'il y a un post-mortem qui est fait à la suite d'un traitement d'un incident? Ça fait partie de la partie récupérée qu'on voit. Oui. Aussitôt qu'il arrive quoi que ce soit, un incident, c'est une façon d'apprendre puis d'éviter que ça se reproduise. Donc, à chaque fois qu'il arrive un incident, on fait l'analyse, on voit qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qu'on aurait pu protéger de mieux pour pas que cet incident-là se reproduise. Donc, on a des leçons apprises pour chacun des incidents. Les incidents, on n'a pas beaucoup, là. C'est un par mois, parfois deux, parfois il y a des mois qu'il n'y en a pas. Donc, c'est très minime parce que la sécurité est tellement étanche, on l'a tellement protégé que les incidents sont rares. Mais les incidents, c'est des fois des erreurs humaines. Quelqu'un qui a envoyé un courriel avec des données à la mauvaise personne. Là, on l'a bloqué après, mais là, il faut s'assurer que c'est réglé puis que ça ne se reproduira plus. Pourquoi que la personne a réussi à envoyer ces données-là, etc. C'est des incidents, c'est des choses comme ça. C'est arrivé des fois, c'est dans des lettres, il a envoyé la mauvaise lettre à la mauvaise personne. Pour nous, c'est quand même un incident de sécurité. C'est des informations qui partent, qui s'en vont à un endroit qui ne devrait pas aller. Mais là, on va s'assurer de vérifier les procédures, vérifier qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ça se reproduise à nouveau. Toujours à la page 5 de la pièce 32P 123, il y a des aspects gouvernance là, qui sont évidemment associés à la cybersécurité.
une de mes directions générales, une de mes directions, il y a la gouvernance à l'intérieur, mais on fait les stratégies de gestion de risque. On s'assure des rôles et des responsabilités de chacun. On s'assure les registres, les politiques, les directives, les normes à suivre, les meilleures pratiques. Tout ça est documenté et assuré d'être distribué, partagé avec l'ensemble des équipes impliquées pour que cette gouvernance-là soit solide puis que l'ensemble des gens comprennent c'est quoi les rôles et responsabilités de chacun. On va aller à la page suivante de votre présentation, M. Bolduc, page 6. Oui. Pourriez-vous nous décrire qu'est-ce qu'on voit à l'écran là, en ce moment? OK, bien, c'est ça. On voit là, dans le centre de l'oignon, c'est les données, c'est qu'est-ce qu'on doit protéger. Mais la sécurité, c'est vraiment fait par plusieurs couches. Nous, c'est vraiment les couches d'oignon, c'est vraiment la façon qu'on travaille. Si on regarde, là, on protège les applications, le réseau, les identités, les accès, les équipements, les personnes. On s'assure de protéger l'ensemble. Puis, à chaque couche, on met des protections additionnelles pour s'assurer de protéger les données des citoyens. Puis on fait des contrôles administratifs, technologiques et physiques sur les différentes couches de l'organisation. On va voir en détail un peu plus loin là, les différentes couches, effectivement. Là. À la page 7, on voit que c'est la même image, mais vous parlez de disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité des données qui sont confiées au moyen de programmes de sécurité. Qu'est-ce qu'un programme de sécurité? Ça, on a développé un programme de sécurité. Des risques zéro, ça n'existe pas. Il y a des risques partout. Si on ne voudrait pas avoir de risques avec les données, on ne les met pas sur Internet. Puis même là, si on a une clé USB qui sort dessus, quelqu'un peut avoir accès. Donc, des risques, il y en a toujours. Donc, nous, on a fait un programme de sécurité de l'information à la société qui... il y a un paquet de projets à l'intérieur, de tâches à faire, même des projets qui sont hors de notre direction générale, mais pour améliorer la sécurité de la société. Donc, on investit des sous à chaque année pour s'assurer justement que la disponibilité des données, l'intégrité des données et la confidentialité des données est là. Et ça, c'est approuvé et suivi par le conseil d'administration, le PDG et la vice-présidence de l'expérience numérique. J'ai une question pour vous. Peut-être que vous l'avez déjà. Je suis encore ailleurs. Moi, je suis un peu frileux sur les données, bien évidemment, là, sur tout ce que vous avez. Quand on a un consultant externe qui a sa propre équipement, parce que tantôt, vous avez parlé tantôt, il y a quelque chose au niveau des ports USB. Est-ce que c'est la même chose? Rassurez-moi. Oui, bien, les ports USB, les postes de travail de la société sont protégés. Les postes de travail de la société, ça, je vis bien que ça. Oui, mais un consultant s'il y a un poste de travail de la société, puisqu'il travaille à l'intérieur ou même de chez lui, ceux qui sont au Québec, on prête des ordinateurs de la société, puis sont protégés, normés. S'il n'y a pas un poste de la société, ils peuvent juste rentrer par VPN sur un poste virtuel à la société, donc il n'y a pas accès au port USB. Même s'il a accès au port USB de son ordinateur, il ne sera pas capable d'envoyer de l'information de l'autre côté. Il ne sera pas capable d'aller chercher de l'information sur les postes virtuels. OK, ça me rassure. Parfait. Vous dites que le plan de sécurité de l'information est approuvé par le CA. Par ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres formes de reddition de compte qui sont faites? Là, je vous réfère plus particulièrement aux informations qui apparaissent à la page 8 de la présentation 32P 123. Oui. C'est sûr qu'il y a une réédition de compte au comité aviseur des risques pour s'assurer comment on couvre les risques, etc. Il y a le comité de la sécurité de l'information. C'est un comité que nous, on fait, mais qu'on implique toutes les affaires puis les différentes directions générales et qu'on montre vers où qu'on s'en va, les éléments de protection, comment qu'on va améliorer. Et comme le PRP, vont faire des protections des renseignements personnels, vont venir faire des présentations, différentes équipes qui font des projets qui ont rapport à la sécurité font tout cela, puis on s'assure que tout le monde est d'accord, qu'on va dans le bon sens, etc. La vice-présidence de l'expérience numérique, le comité directeur, qui inclut tous les VP de la SAAC et la PDG. On fait des rééditions de compte de ce côté-là. On fait aussi
les redditions de comptes au Comité des technologies de l'information et des communications. C'est plusieurs membres du CA qui font partie de ce comité-là. Et le Comité actif-passif des risques et audits, le CAPRA, là aussi, c'est des membres du CA. Donc, on montre vraiment l'évolution des travaux, comment on gère les risques, comment on améliore la posture en sécurité, la maturité de la sécurité. Et on a un budget aussi dédié pour les projets en sécurité qui a été approuvé par le PDG et par le CETIC. Ce projet-là ne peut pas être retiré parce qu'ils ont besoin de plus d'argent ailleurs pour d'autres projets. Moi, j'ai un projet approuvé. Vous avez dit un budget, vous voulez dire? Oui, un budget approuvé pour l'ensemble des projets du programme Sécurité de l'information. Donc, nous, c'est un programme sur 3 ans, mais qu'on réévalue à chaque année parce que il y a tellement de changements sur les formes d'attaque, les risques, etc. Donc, à chaque année, on remet des projets à l'intérieur pour s'assurer d'améliorer la posture de la sécurité à la société pour les risques en cours. Quel est le niveau de réceptivité des instances de gouvernance face aux enjeux de sécurité? Je dirais que c'est un des points les plus importants. Autant que ce soit le PDG, le VPN, le CETIC. CETIC, c'est vraiment des gens qui étaient en technologie de l'information puis ils comprennent l'envergure, les risques de la sécurité. Donc, on a un appui très, très fort de leur côté là, pour s'assurer qu'on avance bien, s'assurer que les gens, ils ont même, moi j'avais demandé pour que les formations, ça soit obligatoire en sécurité. Et le CETIC et le PDG y ont approuvé et c'est obligatoire. Puis il faut que tous les employés de la société suivent des formations en sécurité pour avoir un comportement sécuritaire. Vous étiez en poste à l'arrivée de M. Ducharme comme président, directeur général. Est-ce que la réceptivité de M. Ducharme à tous les enjeux de sécurité, comment vous la qualifieriez aujourd'hui? C'est sûr que j'ai changé de VP et de PDG presque en même temps. Ouais. Ça a été quand même... il a fallu présenter, convaincre, mais ça a été beaucoup plus facile que je m'attendais. Ils comprenaient c'était quoi les enjeux, ils comprenaient aussi les risques, puis ils comprenaient aussi que la société, on a l'ensemble des données des citoyens, donc ils voulaient vraiment qu'on protège l'ensemble de ces données-là, puis ça n'a vraiment pas été long à convaincre et de continuer sur la même lancée avec le budget protégé, puis avec s'assurer qu'on continue le programme de sécurité et qu'on continue dans la même orientation. Est-ce que c'était plus compliqué avec l'ancien PDG l'ancien VP ou c'était en continuité? Non, non. Quand que je suis rentré à la société, j'ai eu une rencontre avec Carl Malenfant, même s'il était en congé de maladie. Il voulait connaître le nouveau directeur de la sécurité. Et pour lui, il disait qu'il y avait 3 choses qui l'empêchaient de dormir et la sécurité était un des points. Puis il m'a dit à plusieurs reprises par après que le fait que je suis rentré à la société, il pouvait dormir sur ses 2 oreilles de ce côté-là. Ça le rassurait. Ça le rassurait énormément. Votre direction générale encore, elle date de quand? Environ 2022. Là. Ça fait 3 ans que je suis directeur général, là, c'est dans ce coin-là. Il y a eu un autre directeur général avant, qui était mon ancien patron, mais qui était DG de toutes les infrastructures, puis qui est devenu DG de la sécurité, mais il était là moins d'1 an. Puis le but, même quand il a fait la direction générale, etc., il m'a demandé comment que je verrais, là, comment je verrais les gens, comment je serais placé, etc. Puis il l'a fait en conséquence de ce qu'on avait discuté. Puis quand il a pris sa retraite, j'ai appliqué sur le poste, là, puis je l'ai eu. Lorsqu'on parle de cette fonction-là qui est dédiée à la sécurité, c'est exact de dire que c'est une demande du ministère qui souhaite, et du gouvernement qui souhaite que les organisations se dotent de telles fonctions dans leur structure? Le gouvernement,
qu'est-ce qu'ils souhaitent, c'est que les organismes aient un centre de cyberdéfense pour protéger les données et les actifs. Il y a des lois à suivre côté sécurité, mais côté gouvernement, pour eux, les différentes tâches tombent sous le dirigeant de l'information. Donc, ce serait normalement ma VP qui aurait le poste de CDSI, qui est chef délégué de la sécurité de l'information, et de CSIO, qui est chef de la sécurité de l'information opérationnelle. Mais là, à la société, ce poste-là m'a été délégué. C'est moi qui est responsable, chef de la sécurité de l'information opérationnelle. Elle est toujours CDSI pour avoir un plus haut niveau qui s'assure que la sécurité est comptée partout, mais j'ai quand même, pas carte blanche, là, mais c'est quand même moi qui est responsable de la sécurité. Je lui reviens s'il y a des enjeux, quoi que ce soit. Je m'assure d'avoir son appui, puis très facile d'avoir son appui. Là, j'ai toujours son appui quand on démontre un point, on montre qu'il y a un risque, on montre qu'il faut faire des corrections. C'est déjà arrivé qu'il a fallu que j'installe quelque chose en urgence. J'ai eu l'appui du PDG et de ma VP pour installer en urgence pour protéger des données additionnelles. On a vu qu'il y avait des attaques qui venaient de d'autres pays, puis on a voulu protéger pour pas que les serveurs tombent en panne. Une fois c'est arrivé, Hydro-Québec, on a eu 130 millions d'attaques en l'espace de 24 heures sur notre site informationnel. Nous, on a resté fonctionnel. Hydro-Québec est tombé en panne. C'était la même attaque qu'on a eue en même temps. En quelle année? Oh, là, ça fait quelques années. Là. Ça fait environ 2022, là, quelque chose comme ça. Mais ça arrive régulièrement là, que des pirates ne veulent pas nécessairement voler des données. Ils veulent causer du trouble, ils veulent faire tomber en panne différents sites, différentes informations. Puis après ça, quand c'est en panne, là, ils essayent, quand ça remonte, ils essayent de rentrer et aller chercher de l'information. Donc, c'est une stratégie pour causer des inconvénients, mais en même temps, essayer de profiter par en arrière pour essayer de venir chercher des données. Donc vous avez le soutien de votre vice-présidente aux technologies de l'information ou à l'environnement numérique maintenant, là? Oui. Qui occupe cette fonction-là actuellement? C'est Caroline Foldays-Busque. Vous avez, à la page 8 de votre présentation, fait référence à l'audit interne et externe. Donc, vous faites l'objet d'audit dans le cours des activités de votre direction générale? Oui. Je dirais que maintenant, c'est presque 80 de mon temps des audits. Bien, les choses, on espère qu'un jour vont se calmer, mais on a des audits de l'audit interne, plusieurs choses qui veulent vérifier que tout va bien. Puis, tu sais, même si c'est pas nécessairement la sécurité qui est responsable de certains éléments qu'ils vont demander. C'est quand même nous qui répondons pour les audits, qui vérifient que les technologies de l'information, le chapitre de technologie de l'information répond, ou même les RH, on s'est déjà fait dire que les RH faisaient pas leur travail comme il faut, puis c'est nous autres qu'il fallait qu'ils règlent ça, là. Mais parce qu'on est responsable des audits, mais là, ça se peut que éventuellement ça change, mais de toute façon, des audits, on va toujours en faire partie parce que la sécurité, ça, on est les plus gros acteurs quand ça vient le temps des audits. Et au niveau du ministère de la cybersécurité et du numérique, là, le MCN, quelles sont les vérifications qu'ils font au sein de votre direction? Bien, il y a des audits à toutes les quelques années. Il y a des bilans de sécurité. Il y a des exigences minimales aussi qui sont données aux différentes organisations. Plus, il y a la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles. La dernière fois, ils nous ont dit que c'était nous autres qui étaient les premiers, le premier organisme là, qui était la meilleure qualité côté LGRI, qu'on était les plus avancés, qu'on avait la meilleure qualité de protection à la société. Et on a les VGQ et les auditeurs externes aussi, que parfois ils viennent nous aider pour travailler. Parfois, le VGQ, bien, il est toujours accompagné d'une autre firme pour les aider aussi pour faire les audits. On passe à la page suivante, page 9 de votre présentation. Oui. On voit un peu les couches d'oignons ici avec les différents... Puis ça, c'est non... c'est pas complet, là. On a juste mis certaines informations de qu'est-ce qu'on fait selon les différentes couches.
Côté personnes, c'est les employés de la société. On s'assure d'avoir une stratégie de sensibilisation. On a des plans proactifs de formation et de sensibilisation des employés. Comme j'ai dit, la formation est obligatoire. Et on a des tests d'hameçonnage. Lorsqu'une personne échoue un test d'hameçonnage, elle a une formation obligatoire à suivre par la suite sur les hameçonnages. Et quand ils réussissent, on leur envoie un courriel de félicitations pour dire qu'ils ont réussi à éviter l'hameçonnage. Et de plus, on fait des rapports à chacun des tests pour montrer combien de temps ça a pris avant que quelqu'un nous signale l'hameçonnage, puisqu'on a mis dans nos courriels une place pour que les gens puissent les signaler. Et combien de temps ça prend pour le COCD, pour les bloquer, comment ça prendrait pour les effacer. On vérifie aussi combien de personnes ont cliqué dessus, puis si parfois on met des formulaires, on suit vraiment l'ensemble de l'évolution du test d'hameçonnage et on fait des rapports pour montrer comment on évolue, puis montrer aux gens qu'est-ce qu'ils devraient faire pour s'améliorer. Les personnes dont il est question ici, là, on parle des employés. C'est vraiment les employés de la SAC. Et là, quand vous parlez de tests d'hameçonnage, concrètement, comment ça se passe? On envoie des courriels, un courriel malveillant à l'ensemble des employés. Que la source vient de l'externe, mais qui fait accroire qu'il est une personne de l'interne ou qui demande certaines informations. Et ensuite, on surveille qu'est-ce que les employés font avec ça. C'est quoi leur réaction? C'est quoi leur réaction? Parce que j'imagine qu'ils sont informés que lorsqu'ils reçoivent un courriel pour lequel ils doivent avoir des soupçons de ne pas cliquer sur le courriel en question. Ils sont informés. Ça, de ne pas tenter de l'ouvrir, de ne pas cliquer sur des liens. Il y a beaucoup de formations sur l'hameçonnage. Comme j'ai dit, aussitôt qu'il y a un test, si quelqu'un clique sur le lien, s'il essaie de s'enregistrer ou de mettre de l'information à l'intérieur, etc., bien là, il est redirigé vers une page de formation pour dire, voici qu'est-ce que vous auriez dû vérifier, il y avait tel point, c'est pas sécuritaire, qu'est-ce que vous avez fait, puis vous devez suivre cette formation obligatoire. Les équipements sont protégés, c'est une autre couche là, auquel vous faites référence. Oui. Parlez-nous des antivirus sur les serveurs. Bien, les postes de travail, il y a un antivirus avec EDR, qui est une fonction d'apprentissage du comportement des gens et sur tous les postes de travail. Les serveurs, on a... La majorité des serveurs, ils ont un antivirus avec EDR, mais il y a certains serveurs que c'est pas possible de mettre un antivirus avec EDR. Ça n'existe pas pour cette technologie de serveur-là, même que le manufacturier déconseille d'installer des antivirus parce que leur machine est déjà protégée de plusieurs couches de protection, puis ils disent que l'antivirus n'est pas nécessaire. On a quand même vérifié, parce qu'il y en a deux sur le marché, deux compagnies différentes qui font des antivirus pour ce type de serveur-là. On les a testés, puis ça l'utilisait jusqu'à 50 de la performance du serveur en mettant un antivirus dessus. Donc, on met une machine, puis l'antivirus, un seul programme, empêchait la machine de fonctionner comme il faut. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis d'autres couches de protection alentour de ces serveurs-là et on l'a même présenté à l'audit interne. Comment qu'on a fait, comment qu'on a mitigé le risque et pourquoi que ça ne devait pas être installé dessus et le courriel du fournisseur, qui était IBM dans ce cas-ci. Puis ils ont accepté, puis ils ont dit que c'était correct de ne pas installer d'antivirus sur ces machines-là. Vous avez une autre couche d'oignon qui parle d'identité et d'accès. Je comprends qu'il y a lorsqu'on tente d'accéder aux données, il y a une forme de contrôle d'accès qui est installée dans vos systèmes. Tous les employés, ils ont l'accès à différents systèmes, ils ont l'accès à différentes données, mais on s'assure de leur donner les accès, limiter les accès, qu'il y ait accès vraiment seulement à ce qu'ils ont besoin. Il y a des rôles, des personas. Quand quelqu'un rentre, bien, on lui attribue un persona. Cette personne-là a déjà des formations, comment les outils SAP fonctionnent. Il y a des formations de sécurité qu'il doit suivre, etc. Donc, il y a vraiment une couche complète, puis c'est révisé de façon continuelle.
l'ensemble des personas, l'ensemble des rôles des différents employés, puis les accès qu'ils ont. Et on fait une révision de tous ceux à privilège élevé au moins 2 fois par année. Et on fait le reste des révisions de tous les autres rôles au moins 1 fois par année. On a quand même 4000 employés, donc on s'assure de faire une rotation puis de réviser l'ensemble des employés, les accès qu'ils ont, puis être sûr que c'est correct. Parce que dans le passé, il y avait des gens que ça faisait 30 ans qu'ils étaient là. Il y avait un accès, un système, ils changeaient pour un autre poste, il y avait encore accès, ils changeaient. Là, à cette heure, c'est plus possible parce qu'on fait des révisions pour retirer les vieux accès, puis seulement conserver les accès du nouveau poste qui sont rendus et du rôle qu'ils ont. En d'autres mots, vous vous assurez que la personne qui accède aux données a accès aux données qui sont nécessaires dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Oui. Une autre couche de protection concerne le réseau. Pourriez-vous nous dire un petit peu là, en quoi ça consiste? Le réseau, c'est comment que les données sont transjugées sur l'ensemble de la société, entre les serveurs, les postes de travail, l'Internet, les partenaires. C'est vraiment l'ensemble, comment que l'information, le Wi-Fi filaire, c'est toute une façon. Nous, on met des coupe-feux de nouvelle génération pour protéger. On segmente les réseaux aussi pour s'assurer que certaines fonctions, ils n'ont pas besoin de parler à d'autres. Certains serveurs, ils n'ont pas besoin de parler à d'autres. Les postes de travail ne devraient pas être à la même place que les serveurs. Même les imprimantes ne doivent pas être à la même place que les postes de travail. Comme ça, s'il arrive un problème à quelque part, ça ne peut pas se distribuer partout, ça ne peut pas infecter l'ensemble des systèmes. Donc, c'est une des meilleures pratiques. Aussi, on a des systèmes de détection et de prévention des intrusions. Donc, de façon automatique, si il y a une action anormale se produit. Comme on le disait tantôt, là, les journaux. Oui, mais là, dans ce cas-ci, c'est une machine intelligente avec des règles que s'il y a quelque chose d'anormal, bloque automatique. S'il y a des choses qu'on n'est pas certain, qu'on doit vérifier, là, ça va produire des journaux, puis ça va le faire. Puis même quand on bloque, ça envoie un journal, mais au moins, on a vraiment un système avec des règles qui vérifie qu'est-ce qui est anormal, qu'est-ce qui est normal et bloque. S'il y a un nouveau type de virus, etc., c'est mis à jour de façon régulière, puis ça peut bloquer. C'est une autre forme de virus, mais ça va beaucoup plus loin, parce que ça ne bloque pas juste les virus, ça va bloquer des actions malveillantes, ça va bloquer des logiciels malveillants, ça va bloquer des tentatives autres. Parfois, quelqu'un télécharge quelque chose d'Internet, il essaie d'installer sur son poste posé de pouvoir installer, c'est bloqué. Mais il y en a qui fonctionnent sans installation des programmes. Mais là, si c'est anormal puis qu'il fait une action anormale, mais ça va être bloqué. Ça va être détecté. Ça va être détecté et bloqué. On filtre aussi les robots sur Internet parce qu'il y a des robots qui... Ça, c'est le filtrage anti-bot qu'on voit à l'écran. Il y a des robots, ça veut dire c'est des programmes sur des serveurs puis qui font des balayages de vulnérabilité sur l'ensemble de l'Internet en continu. Puis ça, les pirates, ils achètent l'information pour après ça essayer d'attaquer. Bien, nous, si on voit quelqu'un qui fait du balayage comme ça, c'est bloqué automatique, ça s'envoie dans un endroit, puis il n'y a plus le droit de faire de balayage après ça sur nos adresses IP, etc. Puis ça se fait de façon automatique. La même chose, on a aussi, dans nos coupe-feux de nouvelle génération, on a des antivirus. Donc, s'il y a un virus qui aurait réussi à passer sur un poste de travail, mais aussitôt qu'il essaie de passer sur le réseau, il peut être bloqué. C'est une autre couche de protection d'antivirus qui s'assure que les éléments infectieux ne peuvent pas se propager partout. Le VPN, est-ce que ça réfère à la question que le commissaire a eue tout à l'heure concernant l'accès au réseau à distance? Oui, bien, c'est une des technologies nécessaires pour les gens travailler de la maison. Ils doivent se connecter, ils sont sur Internet. S'ils veulent pouvoir se connecter au bureau pour travailler, les gens doivent utiliser un réseau privé virtuel. Mais en plus, pour les consultants, comme il mentionnait tantôt, il y a une autre technologie, c'est des postes virtuels. En plus de rentrer par un réseau dédié privé virtuel, il faut qu'il embarque sur un poste virtuel. Donc, c'est encore une autre couche. Une autre couche de protection. Au niveau des applications, combien d'applications
le programme CASA utilise là, dans le cadre de l'application SACLIC? Il y a 5 applications différentes SACLIC qui existent. Là. Pour les citoyens, ils pensent que c'est une application. Puis même, on a vu parfois sur dans les journaux, les médias qui disaient que coûter tant de millions pour faire une page web, c'est beaucoup plus que de page web. Il y a 5 applications SACLIC. Il y en a un pour les citoyens, pour les mandataires, pour les commerçants, entreprises et les partenaires. Donc, il y a plusieurs SACLIC qui ont accès à différentes informations. On a au-dessus de 20 000 partenaires, dont les policiers, les tribunaux qui rentrent dans nos systèmes. Et en plus, il y a toute une partie CASA, que c'est les fonctions de notre travail que les employés font à l'interne, que ça a tout été développé aussi à l'intérieur du projet CASA. Et quelles sont les mesures de protection dans le cadre de ces applications? On a un coupe-feu applicatif. C'est comme les coupe-feux de nouvelle génération, mais ça va plus loin. Ça va vraiment regarder côté application, qu'est-ce que l'application devrait faire, puis qu'est-ce que les gens ont le droit de faire avec cette application-là. Donc, ça limite... un coupe-feu, c'est comme une barrière. C'est une barrière, soit physique, un équipement, ou virtuel, mais qui contrôle tout le trafic. Un coupe-feu, par défaut, tout est bloqué. C'est seulement qu'est-ce qu'on autorise qui permet de passer. Tandis qu'il y en a qui utilisent des routeurs, je pense le terme en français, mais ils utilisent ça comme coupe-feu, mais un routeur, c'est vraiment un principe différent. Un routeur, ça autorise tout par défaut, sauf que tu bloques. Donc, ceux qui utilisent ça, c'est vraiment pas... C'est pas la bonne façon de travailler. La bonne façon, c'est que tu bloques tout et tu laisses seulement qu'est-ce qui est nécessaire. Les requêtes qui sont permises dans le cadre de l'utilisation de l'application. C'est ça. Okay. Filtrage web pour s'assurer que les gens ne vont pas sur des sites web ne devraient pas aller télécharger des applications malveillantes. Filtrage de courriel. On a aussi des applications qui s'assurent de mettre à jour tous les différents niveaux d'application. On a aussi, on fait des protections selon les meilleures pratiques, les normes. Juste avant, M. Bolduc, quand vous parlez des applications, des mises à jour, et correction des vulnérabilités applicatives, à l'égard de SACLIC, qui repose essentiellement sur le développement à partir d'un PGI, en quoi le PGI vous supporte dans vos activités de sécurité? Un PGI, c'est une application développée par un fournisseur. Donc, quand on regarde n'importe quelle application, c'est la responsabilité du fournisseur de s'assurer que l'application est sécuritaire. S'il y a un utilisateur qui utilise l'application puis qu'il y a des bugs à l'intérieur, qu'il y a des problèmes de sécurité, bien, la compagnie elle va être avertie puis est tenue responsable de faire les correctifs nécessaires pour s'assurer que la faille, le problème soit corrigé. Donc, le fait d'acheter un PGI, ça s'assure qu'on peut avoir des mises à jour de façon continue et régulière pour corriger les problèmes qu'il peut y avoir. Donc, si je comprends bien votre réponse, là, je vais me permettre de reformuler. Si un utilisateur du PGI SAP ailleurs dans le monde identifie une faille dans l'application, vous allez en bénéficier via les mises à jour du PGI éventuellement, par parce que l'éditeur. L'éditeur va corriger parce qu'il ne veut pas... Lui, il fait de l'argent en vendant son produit, pas s'il y a trop de problèmes, de vulnérabilité, de failles, de bugs, bien, les gens ne voudront plus aller avec leur produit. Donc, ils s'assurent de le corriger de façon continuelle. Puis, le fait de l'utiliser, bien, nous, ça nous permet d'avoir des correctifs de façon continuelle pour régler les différents problèmes. Autant sécurité, mais c'est pas juste sécurité. Des fois, c'est des problèmes de performance, des fois, c'est des problèmes autres. Ça permet de corriger l'ensemble. Je peux voir à l'autorégulation, mais quand il y a des enjeux de sécurité, rassurez-moi, c'est votre équipe qui les identifie et qui s'assure d'un suivi pour que les correctifs soient faits, là. Oui, bien, nous, on fait des tests d'intrusion puis des balayages de vulnérabilité en continu sur tout l'ensemble du réseau, puis on le voit dans le bas là, de la présentation, parce que c'est pour toutes les couches qu'on fait ça. Là. Donc,
on les voit. S'il y a quelque chose, on s'assure de trouver comment on peut le régler, en mode solution, essayer de le régler. Des fois, il faut contacter le fournisseur pour avoir un correctif. Parfois, bien, on met une couche de protection additionnelle le temps que ça soit corrigé, parce que si on le découvre, ça ne veut pas dire que le fournisseur va avoir, ça peut prendre un délai avant que ça soit corrigé, mais nous, on peut protéger, on a plusieurs couches, donc on peut mettre des éléments pour protéger le système, mais c'est plus que ça. Tous les employés de la société, s'ils voient un bug, s'ils voient qu'il y a un problème, qu'il y a quoi que ce soit, bien, s'ils nous avertissent, ça permet aussi de trouver la place pour le régler. Donc, des fois, c'est des côtés développement que les autres vont régler, puis des fois, c'est côté sécurité, mais on fait toujours partie de la solution. On va tout le temps dans les différents comités quand il y a des enjeux, des problèmes, pour voir si c'est côté sécurité, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à corriger. Parce que la disponibilité, qu'on avait parlé plus tôt, ça fait partie de notre responsabilité. Puis même si ce n'est pas un élément de sécurité, le problème, si ça enlève de la disponibilité, ça devient notre problème, puis on doit trouver une solution pour le régler avec le reste de l'équipe. C'est la SAC qui est dépositaire des données à la fin de la journée. C'est ça. C'est pas SAP, c'est pas LGS. Non, c'est vraiment... C'est vous la responsabilité. Là. Oui, c'est vraiment nous. Fait. Donc ça, c'est à l'égard des enjeux de sécurité que vous identifiez de par vos mesures de contrôle interne. Mais si SAP est informé d'un nouveau risque, à ce moment-là, vous bénéficiez de SAP pour appliquer une correction dans les applications que vous utilisez, le PGI que vous utilisez. Oui, c'est la même... C'est indépendant de ce que vous faites comme surveillant. Même si on ne l'utilise pas aujourd'hui, mettons, l'application, mais qu'on pourrait l'utiliser dans 6 mois, 1 an, ou aussitôt que c'est un fournisseur, bien, eux, ils corrigent. Donc, quand on arrive pour l'utiliser, bien, normalement, il y a plusieurs utilisateurs qui l'ont utilisé. Donc, ça fait que les problèmes, il va y en avoir moins que quelque chose qui est fait maison, que essaye de faire de façon la plus solide possible, mais il n'y a pas autant d'utilisateurs que quand un logiciel qui est utilisé par 100 millions de personnes sur la planète versus 4000 personnes à l'interne. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de correctifs et d'améliorations qui sont faites par un fournisseur d'un PGI que par une application qui sera développée à l'interne. J'imagine qu'il y a le même décret de protection sur les systèmes patrimoniaux, parce que la livraison 3, c'est tous les accidentés de la route. Là. Donc, j'imagine que ce même discours-là s'applique également à un système qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va changer. Là. Oui, bien, le patrimoniaux, tous les systèmes patrimoniaux, c'est sur un mainframe, qui est une vieille technologie. Là. Ça fait 40 ans qu'on a en place, bien, depuis 1976, presque 40 ans, un peu plus. Là. Mais tous ces systèmes-là sont surveillés de la même façon que CASA, que tous les autres systèmes, etc. Puis on s'assure que c'est sécuritaire. C'est ça, parce que la donnée est aussi sensible. Là. Oui. Pour nous, l'ensemble des données de la société, il faut les protéger. C'est le trésor de tous les citoyens du Québec. C'est ça. Puis il faut le protéger. On ne veut pas que cette information-là soit disponible pour les pirates et des gens malveillants. Au niveau de l'application, là, vous avez dans cette couche de sécurité là, une dernière mention qui parle des revues de code par les développeurs et le COCD. Pourriez-vous nous expliciter davantage cet énoncé? Il y a quand même les RACF, là. Oui. Il y a du développement qui est fait quand même à l'interne, même si on utilise un PGI. On a mis des outils à disposition des développeurs que, quand ils font leur développement, ils peuvent vérifier si c'est sécuritaire. Parce que un être humain, c'est un être peut faire des erreurs. Puis quand on fait du code, ça peut arriver qu'il y ait des enjeux de sécurité. Mais là, on a un applicatif qui permet de vérifier s'il y a des enjeux de sécurité, d'avertir pour les corriger. Et en plus, mon équipe, j'ai des développeurs qui travaillent pour moi en sécurité, qui font une revue du code pour s'assurer que qu'est-ce qu'on met en production, bien, il n'y a pas de vulnérabilité, de faille qui pourrait mettre à risque les données de la société. Donc, on fait comme une double couche de vérification, autant par les développeurs que par nous, pour être sûr qu'on ne met pas quelque chose en production, qu'il y a des erreurs puis des failles de sécurité. On continue. Au niveau des données, je comprends qu'il y a une couche, évidemment, de protection, là, mais parlez-nous
davantage peut-être là, de la classification et de l'étiquetage des données. Oui. Pour chacun des projets, on est impliqué du début à la fin. Quand un nouveau projet arrive, automatiquement, on classifie les données pour voir c'est quoi le niveau de sécurité qu'il faut mettre en place pour ces données-là. À quel point ils sont confidentiels, ou c'est des données secrètes qu'il ne faut pas qu'ils sortent à l'extérieur, ou c'est des données que pour monsieur, madame, tout le monde, comment créer un nouveau compte dans sa clique, qui va expliquer des recettes. Bien là, c'est sûr qu'on n'a pas la même protection pour les données pour les citoyens que les données des particuliers, etc. Donc, chacune des données sont classifiées. Puis même qu'on a mis en place un DLP, qui est c'est un outil de prévention de fuite de données, que si quelqu'un essaye d'envoyer des informations qui sont classées confidentielles ou plus, mais automatiquement, ça fait une alerte, puis ça peut même les bloquer de façon automatique selon la quantité de données qu'il va envoyer à l'extérieur. On sait que c'est arrivé à d'autres organisations que des fuites de données. De notre côté, bien, on a mis en place les outils pour empêcher que ça peut arriver. Puis pour que ça puisse fonctionner, bien, il faut classifier les données. Si ce n'est pas classifié, bien, l'outil ne peut pas fonctionner. Très bien. À la page 11 de la présentation, là, qui est la pièce 32P 123, vous faites référence à diverses normes. Pourriez-vous nous en parler brièvement, là? Bien, on utilise les meilleures normes de l'industrie, du marché, pour les différentes couches de protection, pour comment on se protège. Si on parle du mythe attaque, c'est vraiment les types d'attaques les principales, comment qui commencent les pirates à agir, les contrôles CIS. C'est à partir de là, on s'audite nous-mêmes, en plus de tous les audits qu'on subit. On s'audite nous-mêmes. J'ai un consultant qui fait l'audit pour nous, pour voir comment on peut s'améliorer, le niveau de maturité qu'on a et comment on peut s'améliorer à l'intérieur. Donc, on utilise ces différentes normes-là pour s'assurer qu'on augmente toujours notre niveau de maturité, qu'on devient de plus en plus sécuritaire. Et les pirates, ils évoluent de façon constante. Nous, il faut aussi évoluer de façon constante pour être sûr de protéger les données des citoyens. Et vous notez en bas de la page 11, mise en œuvre de notre définition d'un COCD avancé. Qu'est-ce qu'un COCD avancé? Un centre de cyberdéfense, là, en anglais, c'est un SOC, mais il y a un SOC normal, qui est un centre de cyberdéfense normal que les différents les ministères et organismes au gouvernement y ont. C'est un niveau de maturité plus bas. Il y a un standard qui existe puis qui montre qu'il y a 47 fonctions différentes qu'il faut avoir dans un centre de cyberdéfense pour dire qu'on est sécuritaire. Et si on a un niveau de maturité plus élevé, bien là, on devient un centre de cyberdéfense avancé. On est le seul au gouvernement du Québec, présentement, là, à part peut-être Hydro-Québec, là, qui a un centre de cyberdéfense avancé, qui a un niveau de maturité assez élevé pour être considéré un centre, se qualifier de centre de cyberdéfense avancé. Justement, on parle à la page 12 de la présentation d'un peu de l'évolution historique de votre direction. Oui. On a des dates, là, en fait, des périodes là, qui couvrent les sujets déjà abordés, mais je vais référer la commission à la page 12 pour l'historique de votre direction. Je souhaite, par contre, attirer votre attention sur la page 13. Mais juste avant, c'était peut-être l'endroit que j'avais besoin de la réponse. Peut-être revenez, Madame la greffière adjointe, sur la page précédente. Parfait. Donc, on a, alors, Société d'une exclusivement la cyberdéfense en 2019. Ça nous a fait définir des résultats. Est-ce que le COCD relève carrément de votre direction, oui, de votre direction générale? Ma direction générale, j'ai un directeur qui est en charge du COCD et de la gestion des accès. Puis, donc, c'est directement sous moi. C'est moi qui est avant ça, le RACD, qui est la personne en charge du centre de cyberdéfense. Là, c'est un de mes employés qui le fait, qui est en charge de cette équipe-là. Mais aussitôt qu'il y a quoi que ce soit, ça remonte directement à moi. Puis quand je suis arrivé en 2019, j'ai fait la création du COCD. C'est ça. Donc, en 2019, effectivement, avec votre arrivée, il y a la création. Oui.
OK. Puis vous avez parlé de 2022, quand il y a un rebrassage de cartes au niveau de l'organigramme, devient une direction générale à part entière. Je ne sais pas si, Maître Laprise, vous l'avez, vous pouvez suggérer, j'aurais besoin de mes notes, la date là, de la création là, de Vous l'avez-vous en tête, M. Bolduc? Il faudrait que je vérifie sur Sagir. Bon, on aurait un engagement. Là, Mais, vous aurez juste à le dire à Maître Laprise, ouais. puis il va nous l'envoyer. Là. Parfait, ils vont prendre quand même le numéro d'engagement. Là. Oui. Je veux l'avoir, cette date-là. Là. Donc, l'engagement serait 32E1. Très simple. Est-ce que vous voulez libeller ou... Oui, je vais obtenir la date exacte de la création de la nouvelle direction générale. C'est bon. Donc, vous êtes le directeur général. Oui. Très bien. Alors, on retourne à la page 13 de la présentation P123. On retrouve à gauche là, un schéma. Pourriez-vous nous le vulgariser, M. Oui. Bolduc? Ça, c'est la sécurité de la PES. Là. Puis la PES, c'est vraiment ça clique. C'est la prestation électronique de services. Donc, tous les différents portails que j'ai identifiés plus tôt, là, les 5, passent dans cette façon-là. À côté, il y a vraiment la légende qui explique un peu ce qui est fait, là, mais on voit sur Internet, les gens, il y a un coupe-feu en rouge pour pouvoir passer dans une zone de la SAAC qui, elle aussi, est sécurisée. Il y a un autre coupe-feu. Après ça, ils rentrent dans la zone de présentation, ils voient les pages web, mais il y a un WAF qui protège ça, qui est un autre genre de coupe-feu applicatif. Après ça, les gens doivent passer par un autre coupe-feu pour accéder aux différents portails et la GIA, qui est le service d'authentification gouvernementale, pour pouvoir se connecter au site. Ça repasse par un autre coupe-feu pour pouvoir aller chercher les données externes, parce qu'il y a des données qui sont cherchées pour valider si la personne, c'est la bonne personne. Ils peuvent aller chercher la ligne 190, je crois, là, de Revenu Québec, puis aller chercher certaines informations pour voir quand la personne veut se créer un compte. Après ça, ça passe vers deux autres coups-feu pour aller chercher les applications à l'interne, puis aller chercher toutes les informations qu'ils ont besoin. Donc, les gens peuvent aller chercher leur plaque, leur immatriculation, leur permis de conduire, toute l'information, ils peuvent l'avoir, mais il faut que ça passe vraiment à l'intérieur de 7 couches différentes de coupe-feu. 7 couches de protection avant d'avoir accès aux données. Oui. Vous décrivez à la page 14 d'autres mesures de protection. Oui. On a des outils de protection de type EDR déployés sur plusieurs couches, des antivirus sur plusieurs couches de l'environnement de la SAAC. De plus, la société exploite une plateforme de prévention des menaces avancées comportant 16 moteurs d'antivirus différents. Si quelqu'un veut envoyer des fichiers ou que nous, on envoie des fichiers, ça passe vraiment dans une plateforme qui s'assure que, je sais pas, je pense pas, c'est tous les antivirus, mais 16 moteurs différents. Ça va vérifier s'il n'y a pas des scripts malveillants, ça va vérifier s'il n'y a pas du code malveillant, des images avec, parfois il y a un virus attaché, ça va vérifier le contenu de la pièce, même si c'est une pièce chiffrée, ça va aller voir à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y a pas de virus qui peut rentrer à la société ou qui va sortir de la société. Donc, on a vraiment acheté, c'est une plateforme avancée de connaissances, on est les seuls au gouvernement qui ont ça, mais c'est une solution poussée pour être sûr que justement, il n'y aura pas on ne va pas infecter les autres personnes, puis on ne se fera pas infecter par les autres personnes. C'est vraiment une couche là, de beaucoup supérieure à juste avoir un antivirus standard là, pour la plupart des gens. Et vous soulignez, là, d'autre part, les composantes CASA sont répliquées sur 2 sites miroirs. Pourriez-vous nous dire en quoi ça consiste exactement? Oui. Les composantes CASA, donc ça clique, et les outils pour travailler à l'interne, etc., sont répliqués entre 2 sites miroirs, sont répliqués à tous les jours, s'assurer que si il arrive quelque chose d'un côté, ben, on peut basculer puis aller travailler sur l'autre site. Parce que malgré ces miroirs, ce que je comprends, c'est que c'est autonome. Oui. C'est-à-dire que si j'ai un site ailleurs, puis c'est à
Québec qui a une problématique, bien, on va être capable de donner le service à partir de l'autre site. Bien compris? Oui, sauf que ce n'est pas actif-actif. OK. Ça veut dire qu'il faut faire une action pour Isoler. pour envoyer les gens sur les services qui sont à l'autre site versus le site principal. Je comprends. Donc, quand on vous dit répliquer, là, ça veut dire copier. Là, les données sont copiées d'un bord et de l'autre. En plus, on a des sauvegardes sur disque dur pour que si jamais il faut ramener des informations, ça va beaucoup plus vite aller rechercher les données. Et on a des copies aussi sur tape, sur bande magnétique. Cassette et disque dur. Cassette et disque dur. On a les deux qui permettent de, s'il arriverait de quoi, une corruption de données, etc., bien, sur les cassettes, eux autres, ils ne seront pas touchés et on peut aller les rechercher. Je comprends. Quand vous dites, là, à la présentation, le plan de reprise et bascule sont complétés au moins 2 fois par année, c'est quoi les plans de reprise et bascule? Le plan de reprise, c'est en cas de désastre. On relève les équipements ailleurs à partir de tape, puis on relève les serveurs, les données, etc., à un autre site. On le fait surtout, ça, présentement, pour tout ce qui est la centrale, le patrimoine, etc., parce que on n'a pas de copie du mainframe à 2 endroits différents. C'est un qui est loué et qui nous permet de le relever, etc., avec des serveurs là-bas. Bascule, c'est vraiment on dit 2 fois par année, c'est le minimum qu'on s'est mis en place, qu'on peut basculer du site principal au site secondaire et s'assurer que tout est fonctionnel. On l'a fait dans la dernière année plus de 5 fois, parce qu'à chaque fois, on corrige, on améliore, etc. L'avantage pour ça, c'est qu'on peut récupérer beaucoup plus rapidement s'il y a un désastre, de se relever rapidement. Là, notre but, c'est de relever tout en 90 minutes. La dernière fois, on avait réussi en 100 minutes. Il y a des petits services qui ne fonctionnaient pas. C'est sûr que quand on le fait de façon officielle, s'il y a un vrai désastre, c'est beaucoup plus facile que de simuler parce que tu ne veux pas causer de panne en simulant. Tu ne veux pas changer le trafic, l'envoyer ailleurs ou quoi que ce soit, puis causer une panne ailleurs. Donc, c'est beaucoup plus de planification, de changement pour être sûr que ce soit bien fait sans affecter. Dans certains cas, bien, on le fait la fin de semaine, puis on coupe les services pour s'assurer on peut y aller plus en détail puis plus poussé. Okay. Mais c'est quelque chose qu'on fait de façon régulière, puis on est en train de planifier pour faire le plan de reprise aussi, pour tout ce qui est CASA. Mais on ne peut pas relever l'ensemble des services d'un coup. Là. On parle de 1500 serveurs. Relever 1500 serveurs puis rendre ça fonctionnel ailleurs. Donc, comme le patrimoine, on le fait morceau par morceau. On essaye un morceau, OK, ça fonctionne. Un autre test, on fait un autre morceau. On essaye des technologies différentes pour s'assurer qu'on fait à l'intérieur de quelques années, là, le tour complet, mais on ne peut pas le faire d'un coup parce que ce serait beaucoup trop long à faire. Puis surtout, le faire à partir de rubans, les rubans, il y a des limites de vitesse, comment c'est long à restaurer. À partir de 10, c'est beaucoup plus facile, etc. Comme autre mesure de sécurité, vous référez au support des manufacturiers. Je comprends que vous incluez là-dedans les éditeurs de solutions, vous utilisez les fabricants d'équipements. Oui, bien, que ce soit SAP, Microsoft, que ce soit les Linux, peu importe le type de serveur, le type d'application, on prend du support avec les équipements, comme ça, avec les applicatifs, les logiciels, les systèmes d'exploitation. Comme ça, s'il arrive quelque chose, bien, on est supporté par le manufacturier, puis ils doivent nous aider à trouver une solution pour régler les problèmes. Quand j'en reviens à ça, effectivement, le fournisseur de services, est-ce que vous autres, vous avez des calendriers là, que je pourrais appeler de rectification des problèmes selon leur niveau critique? Est-ce que ça existe, ça? Là? Parce qu'on peut bien dire, bon, ben parfait, je vois tel problème, je vois tel problème, mais est-ce qu'il va me régler ça dans le camp? Puis est-ce qu'il y a un suivi fait par la SAC?
Moi, j'appelle ça des calendriers, là, bien évidemment. Là, parce que j'ai peut-être une autre terminologie à la SAC. Là. Selon le manufacturier, il fonctionne de différentes façons. Selon le niveau de protection de support qu'on a. C'est un élément qui cause des problèmes à la production. On a un temps de réponse et de correction, de correctif beaucoup plus rapide que si parfois c'est juste esthétique, parfois c'est des petites choses que là, ils ont plus de temps pour le régler. Mais aussitôt que ça impacte la production, que ça impacte le service aux citoyens, bien, on a un niveau de service beaucoup plus rapide. Puis le fournisseur, on peut le relancer de façon régulière et en plus, on peut exiger quand même que ça soit réparé dans certains délais selon la gravité. Je sais que comme SAP, on peut les appeler directement, puis s'il y a un problème, pour qu'ils règlent le problème, puis ils vont travailler, ils vont mettre une équipe dédiée pour essayer de travailler pour régler ce problème-là. Puis après ça, eux autres, ils en bénéficient parce qu'ils peuvent aussi le partager avec leurs autres clients. Ma question n'était peut-être pas assez précise. Est-ce que c'est documenté, ça, chez vous? Quand il y a une problématique, la problématique, elle est soit réglée, soit est en attente d'être réglée, etc. Est-ce qu'il y a un suivi là, en termes de reddition de compte par rapport aux fournisseurs de services? Oui, il y a un suivi. Là, c'est pas mon équipe qui le fait dans certains cas, mais je sais qu'il y a un suivi parce que on a déjà fait escalader à un moment donné, c'était trop long pour régler. Je sais qu'il y a eu de l'escalade, puis que le fournisseur, il l'a réglé après escalade. Là, ils ont impliqué plus de gens, puis ils ont pu le régler dans des délais plus rapides à cause que ça a été escaladé. Parce que vous voyez ce que je veux venir. Il peut y avoir un enjeu de problématique, le service n'est pas bien donné à la population, etc. Mais où est-ce que moi, je monte d'une barre, c'est-à-dire quand là, il y a des enjeux de sécurité au niveau de l'information, puis il y a des risques, je veux m'assurer que la SAC, en tout cas, comme Québécois, là, qui vous prête mes données, là, que vous avez mes données, qu'effectivement, la SAC fait un suivi adéquat puis qui documente ces problématiques-là. Tous les billets avec les fournisseurs sont documentés. Parfait. Donc, quand il arrive quelque chose avec un fournisseur ou quoi que ce soit, il y a un billet qui est créé, il y a un billet chez le fournisseur qui est créé et il y a un suivi avec le fournisseur pour régler la situation. Quand c'est pour sécurité, là, ce serait nous autres qui s'en occuperaient directement et on va ouvrir le billet avec le fournisseur, on va s'assurer qu'il va venir nous aider rapidement, mais on va mettre des couches de protection additionnelles. On va mettre des capable, excusez-moi l'anglicisme, de patcher en attendant. Oui, c'est ça qu'on fait. On s'assure de protéger le temps que le fournisseur puisse arriver. On va ajouter des couches de protection additionnelles pour nous laisser le temps et pas mettre à risque. Les risques, on s'essaie de les diminuer toujours au maximum possible pour pas causer des problèmes avec les données des clients. Je me rassure. Parfait. Vous parlez, toujours à la page 14 de la présentation, d'un balayage des vulnérabilités. Pourriez-vous nous exprimer en quoi ça consiste? On a un outil qui fait en continu des balayages sur l'ensemble des équipements ou presque là, de la société. Cet outil-là identifie les failles qu'il y a à l'intérieur, identifie les correctifs qu'il faut appliquer. C'est minimum une fois par mois, dépendamment des équipements, là, mais il y en a que c'est vraiment fait. À chaque fois qu'il y a un nouveau correctif qui sort, bien, il va scanner pour voir est-ce qu'on a des équipements que c'est nécessaire d'installer ce correctif-là. Il y a des rapports produits qui sont envoyés aux différentes directions pour dire, bien, regardez, là, voici les vulnérabilités que vous devez corriger, etc. Et c'est envoyé aussi au DG, parce que la plupart des vulnérabilités, c'est tout côté infrastructure technologique. C'est envoyé au DG des infrastructures technologiques pour qu'il y ait un état de situation de voici les vulnérabilités de leur équipe. Le problème avec les vulnérabilités, c'est qu'il en sort à tous les jours. Il y en a de façon continuelle. Les manufacturiers découvrent les vulnérabilités. Mais ils sortent des correctifs régulièrement. Là, il y a une équipe dédiée à la SAC pour corriger ces vulnérabilités-là. Aussitôt qu'il y en a qui sortent,
sont dédiés pour aller corriger, mais il en sort beaucoup, donc il faut planifier. Puis dans certains cas, il faut faire des coupures de service pour pouvoir appliquer la correctif. Donc, c'est planifié dans des fins de semaine, des périodes où il y a moins d'achalandage pour ne pas causer de panne au système. Quand c'est possible de le faire de façon automatique, qui ne cause pas de panne, bien là, on le fait de façon automatique. Sinon, bien, c'est fait de façon planifiée pour éviter de causer des pannes. Le but là, de la sécurité, c'est pas de causer des pannes, c'est de rendre ça sécuritaire et rendre ça disponible. Donc, c'est planifié pour qu'on rende ça robuste, oui. Les tests d'intrusion, c'est distinct du balayage. On parle d'autres choses ici. Le test d'intrusion, c'est une autre chose. Un balayage de vulnérabilité va voir les vulnérabilités connues. Un test d'intrusion va voir est-ce qu'il y a des failles dans le code, est-ce qu'il y a des failles autres. C'est pas juste des vulnérabilités, c'est vraiment est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait exploiter pour passer à côté de la sécurité, pour contourner les pare-feux ou exploiter les failles de l'applicatif. Oui, c'est en plein ça. On a une firme puis on a un employé à temps plein avec nous qui fait juste ça, des balayages de sécurité, des tests d'intrusion, puis qui vérifie, puis on fait le tour de l'ensemble des systèmes de façon régulière, puis on vérifie s'il y a des mesures à appliquer, s'il y a des correctifs à faire. Dans certains cas, on a des couches de protection pour empêcher de se rendre, puis empêcher un pirate d'aller voir, mais on désactive, en tout cas, on bypasse la couche de protection, on le met comme à l'intérieur pour pas vraiment voir s'il y a des vulnérabilités ou des failles et les corriger un jour qu'une des couches ou un autre soit désactivée, on s'assure que ça va être protégé quand même. Donc, on fait ça de façon régulière. La norme ISO suggère 2 fois par année. Le MCN exigeait avant 1 fois par année. Ils ont enlevé ça. À cette heure, c'est pas écrit le nombre. Nous, on en fait minimum une douzaine, quand c'est pas 20 par année. À la page suivante, à la page 15 de la pièce 32P 123, vous faites état de d'autres considérations. Vous traitez du fait que la nouvelle ou les nouvelles infrastructures technologiques de PGI CASA ont représenté un défi très complexe et important. Pourquoi vous dites ça? C'est sûr que c'est une nouvelle application que mon équipe ne connaissait pas. On installe quelque chose qui est vraiment énorme, beaucoup de serveurs, des technologies complètement différentes. Ça prend un certain temps pour maîtriser ça. Mais je peux dire aujourd'hui qu'il y a certaines personnes dans mon équipe qui sont supérieures aux consultants qu'on a engagés pour l'installer. Parce qu'on a mis les gens à travailler fort, apprendre, se former et s'assurer de bien comprendre comment que ça fonctionnait. Donc, je suis rendu avec des experts SAP qui travaillent pour moi à l'interne. En sécurité. En sécurité. Et diriez-vous que le système de la société supportant le programme CASA et l'application SACLIC est robuste? J'ai mal compris la question. Diriez-vous que CASA et le système technologique qui supporte l'application SACLIC sont des systèmes qui sont robustes en termes de sécurité de l'information? En termes de sécurité de l'information, les couches qu'on a mis, toutes les protections qu'on a mis sur CASA, l'ensemble, on a hérité de 14 applications différentes de sécurité dans CASA pour protéger l'ensemble, pour masquer les données, pour avoir des alertes s'il y avait des enjeux. On a un paquet d'applications différentes qu'on a pris en charge, qu'on maîtrise et qu'on s'assure de configurer, surveiller de façon étroite pour protéger les données de CASA. Donc, c'est très robuste. Vous mentionnez dans votre présentation que votre direction générale et les équipes de travail bloquent plusieurs millions de requêtes malicieuses mensuellement. Qu'est-ce qu'une requête malicieuse, M. Bolduc?
il y a du trafic normal, des transactions normales pour accéder aux différents systèmes d'information. Ça, c'est pas bloqué. Mais quand c'est quelque chose de normal, les scans de part, les balayages de vulnérabilité, il y a des gens qui essayent d'envoyer du code malveillant, il y a des gens qui essayent d'attaquer la société de façon continue. On a beaucoup d'attaques de différents pays à cause de situations politiques. On a aussi des attaques. Tout ce qui est force de l'ordre, c'est les premiers qui se font attaquer. Après ça, c'est gouvernementaux. Après ça, et financiers. C'est les trois, financiers assurances, là. C'est les trois en ordre là, qui se font attaquer le plus. Puis nous, on est gouvernementaux et on est assurance. Donc, on se fait attaquer de façon continue, mais on les bloque. On les bloque de façon... via les couches d'oignons. Toutes les couches d'oignons qu'on a, on crée des rapports qu'on envoie au MCN, que j'envoie. Je reçois un rapport tous les mois de tout ce qu'on a bloqué. On l'a fait suivre au MCN. Les MCN, ils ont dit aux autres ministères et organismes qu'ils voulaient avoir le même genre de reddition de compte. Pour voir comment ça a été bloqué. Et je le montre même au CA une fois aux 3 mois pour leur montrer qu'est-ce qu'on fait, comment c'est bloqué. Puis ça, au minimum aux 3 mois, pour montrer que les outils sont utiles puis qu'ils font leur travail. Au niveau de la rétention de vos ressources, là, vous parliez de 130 ressources, dont 70 vient de l'interne. Diriez-vous qu'il y a un bon roulement de vos ressources ou si c'est plutôt stable puis les gens restent au sein de votre direction générale? Mon équipe, on a vraiment un bas taux de roulement. Le plus gros roulement, c'est les gens qui partent à la retraite. Mais sinon, les gens, c'est des passionnés. J'ai vraiment une bonne équipe, des gens dédiés qui travaillent fort puis qui aiment les défis et qui veulent se sentir utiles. Et ils voient que le travail qu'on fait est utile pour la société, utile pour les citoyens, utile pour tout le monde. On les protège des données des gens qui nous sont confiés. Je vous remercie, M. Bolduc. Je n'aurai pas d'autres questions pour le témoin. C'est pas que le chef a des questions pour le témoin. Monsieur le juge. Moi, j'en ai certaines. Monsieur le commissaire, pardon. C'est plus des questions de précision. Est-ce qu'il existe au sein de la SAC, je suis fatigué avec les correctifs, là, mais est-ce qu'il existe au sein de la SAC un programme de déploiement des correctifs? Oui. Comme que j'ai indiqué plus tôt, il y a une équipe dédiée à mettre les correctifs. On fait des correctifs pour les systèmes d'exploitation, toujours, on les fait pas quand ils sortent, on les fait un mois après. Ça passe par différents stades, ça passe par des serveurs de test, un environnement, quelques postes ou quelques serveurs précis, puis après ça, c'est déployé pour l'ensemble. Donc, c'est toujours N-1 qu'on a côté les correctifs, à moins que c'est quelque chose de critique. Si c'est critique ou élevé, parce que moi, quand il y a des vulnérabilités, il y a une table de vulnérabilité qui analyse les différentes vulnérabilités, puis si on voit qu'il y a quelque chose de critique ou que c'est critique pour la société, puisque parfois, c'est pas identifié critique, ça peut être élevé par les différentes organisations, mais qu'on voit que nous, c'est quelque chose qu'on utilise de façon régulière, puis ça pourrait nous compromettre, bien là, on peut faire augmenter le niveau aussi. Et dans ce temps-là, on les fait déployer plus rapidement. Est-ce que c'est une politique écrite? Oui, on a des normes écrites. Est-ce qu'on l'a, mettre cette politique-là? Je vais la demander. Je vais vérifier avec le témoin. Puis même que je vous suggère qu'on vous produise, évidemment, en caviardant les informations de nature là, à compromettre la sécurité, mais on pourrait vous produire un exemple. Un exemple de document de suivi. Je veux la politique, je veux un document de suivi. Ouais. Alors, ce sera dans le même engagement, là, donc... 32E2. Oui. Donc, la politique de déploiement de la SAC pour les correctifs et également un exemple précis de suivi. Là, le tout, je veux l'avoir caviardé, bien évidemment, au niveau du... On ne sera pas obligé de faire nous-mêmes. Parfait. Très bien. Effectivement, c'est rassurant, mais en même temps, je suis moins rassuré, donc rassurez-moi. Okay. Vous avez dit que vous avez maintenant une équipe
quand même un bon noyau là, qui connaît la solution SAP, là, puis qui peut être très autonome là, en tant que tel. Puis ce qui me rassure, c'est que vous me rassurez sur le mouvement de la main-d'œuvre, là, ce qui est une très bonne idée. Là. Le contrat avec l'Alliance se termine dans 2 ans. Il a été signé en 2017, donc 2027, c'est demain matin, ça. Alors, ce que je comprends, c'est que vous travaillez bien. Je suis toujours en termes de sécurité. Je poserai mes questions à d'autres personnes, là, mais je suis toujours... Là, je parle au directeur général là, de la sécurité. Bien évidemment, ce qui est une bonne nouvelle, là, de bien connaître le produit, effectivement, avec tous les enjeux de sécurité, etc. Je vais vous poser la question bien plate, là. C'est que dans 2 ans, on ne peut pas acheter cette solution-là. Là. On est pris avec, là. Oui. Tout à fait. Hein? Effectivement. Donc, Ce serait... Il y a eu tellement d'investissements que ça n'aurait pas de sens de changer de solution juste là quand on vient de la déployer. Puis que... Parce que moi, j'ai des recommandations là, à rendre au bout de la ligne, là, etc. Parce que partir un projet d'envergure et de le mettre pour 10 ans, quand je change tout, là, j'ai changé les fondations de la maison au complet. Là, ouais. Je vois votre petit sourire. Je pense que vous êtes un peu du même avis que moi. Ah oui, je suis du même avis. Ça n'a pas de sens de changer quelque chose. Là, puis l'investissement qui a été fait, elle va être récupérée avec le temps, pas en quelques années seulement. Effectivement. Donc, en 2027, si je m'en vais en appel d'offres, là, j'ai pas le choix de demander un produit SAP. Là. Bien, en 2027, qu'est-ce qu'on peut demander? On a déjà les produits. En réalité, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est du support. Parce que les produits, les licences, on les a. Donc, l'intégrateur pourrait changer. C'est ça. Ça pourrait être un intégrateur différent. Puis encore là, un intégrateur, c'est le fournisseur. Il doit nous supporter, puis on doit pouvoir continuer à l'utiliser, etc. Donc, c'est pas nécessairement un intégrateur. Si on veut continuer à le faire évoluer, etc., il va falloir. Mais le minimum qu'il faut, c'est certain, c'est du support pour être sûr qu'on puisse continuer à utiliser le produit. Puis, il y a déjà des gens à l'interne qui continuent à le faire évoluer et améliorer pour nos conditions et nos besoins. Mais si on veut faire éventuellement l'indemnisation, etc., bien là, il va falloir que quelqu'un aussi vienne nous aider. Là. Très clair. Merci beaucoup pour, effectivement, cette belle présentation ce matin, M. Bolduc. Merci de vous être déplacé. Merci. Vous êtes libéré. Bonne journée. Je suggérerais une pause à ce moment-ci. On pourrait reprendre à 11h25. Tout à fait. Parfait. 11h25, pause du matin. Oui, ça va bien. Merci. Veuillez vous lever, 20 minutes de pause.